Mémi. Très bien. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Selon l'endroit où Ouais. vous vous trouvez, selon l'endroit où vous nous recevez, On nous a sommes, nous sommes bien en direct, si je ne me trompe pas. Nous sommes bien en direct, monsieur Nguimbi Damba, non? absolument, nous sommes en direct. Absolument. Très bien. Nous sommes effectivement le 20 avril 2021. Très heureux de vous retrouver, mesdames et messieurs, encore une fois de plus. Je suis Mémi Collard, que vous connaissez, et sur le plateau avec moi, monsieur Nguimbi Diandamba. Monsieur Nguimbi Diandamba, bonsoir. Bonsoir, Mémi Kola. Alors, je veux commencer cette émission par une citation, monsieur Nguimbi Diandamba. Je ne suis pas un maréchal de salon. Je ne mourrai certainement pas dans mon lit. C'est signé du défunt maréchal Idriss Déby Itno, le président tchadien, et d'autres diront le dictateur tchadien, qui, voilà, qui est mort, semble-t-il, au front, mais certaines langues disent que justement, ça a été un coup d'État du palais. Il a été abattu dans son palais. Monsieur Nguimbi, est-ce que, oui ou non, avez-vous eu vent de cette information? Et si oui, dans quel contexte avez-vous eu vent de cette information, monsieur Nguimbi? En tout cas, merci beaucoup de m'avoir donné la parole et de pouvoir intervenir ce soir sur ce sujet combien brûlant sur la zone Afrique centrale, parce que Idriss Déby, c'est un pion important. La nouvelle, nous l'avons reçue nous tous. Moi, j'ai été surpris en ouvrant France 24 de voir et de pouvoir lire que Idriss Déby était mort, et ça a été vraiment une très grande surprise. Mais c'est le reste après qui, en lisant l'article, on me dit qu'il est mort au front, et puis je commençais à me poser pas mal de questions et à vouloir faire des scénarios, pouvoir voir de quelle façon Idriss Déby serait-il mort. Mais bon, en lisant ce que j'ai pu lire là-bas et en écoutant aussi le communiqué officiel des futures autorités tchadiennes ou de celles qui ont accompagné jusqu'alors le dictateur pendant ces 30 ans, je mets quand même en doute. Et puis, ce serait quand même hasardeux de pouvoir essayer de donner un film sur la mort d'Idriss Déby. Très bien. Ce soir, si j'ai bien compris, monsieur Nguimbi Damba, vous êtes en train de me faire comprendre que nous serons dans l'incapacité de donner un film concernant la disparition de monsieur Déby, mais nous pouvons Et tout de même émettre des hypothèses, monsieur Nguimbi Damba. J'ai reçu, monsieur Nguimbi Damba, des photos où on voit carrément le corps de monsieur Idriss Déby scriblé de balles. Une grosse, on va dire, une grosse balle au dos, une tête un peu à moitié pulvérisée. Les images sont choquantes, monsieur Nguimbi Damba. Est-ce qu'on peut imaginer que tout ceci a eu lieu simplement dans le palais présidentiel tchadien, ou simplement, comme l'ont annoncé les autorités, enfin, ceux qui ont accompagné, comme vous l'avez dit, pendant 30 ans, ceux qui ont accompagné pendant 30 ans, notamment le porte-parole de l'armée tchadienne, le général, je ne sais pas qui disait que M. Déby est mort au front. Est-ce qu'on peut imaginer ce scénario vrai, M. Nguimbi Damba? le scénario, je ne sais pas, parce qu'Idriss Déby, le retrouver au front, c'est pas lui, il partait de temps en temps au front. Ça, c'est pas quelque chose de surprenant pour un maréchal comme lui. Donc, lui, il portait bien, il a fait son métier peut-être jusqu'au bout. Donc, au front, oui, il partait au front. Il a toujours été au front. Mais est-ce qu'il est mort réellement au front? Je n'en sais rien quand je regarde les photos. Parce que quand c'est des trous dans le corps, je ne suis pas militaire, mais quand on est au front, ce n'est pas de combat corps à corps, parce qu'une mitraillette ne peut pas atteindre 3 kilomètres. Les mitraillettes, c'est des combats corps à corps, c'est des combats qui peuvent te faire à 800, 900 mètres, voilà, ou 600, parce que ça ne peut pas dépasser. Donc, quand ça dépasse au-delà d'un kilomètre, ça devient des armes assez lourdes. Donc, si une arme lourde atteignait le corps d'Idriss Déby, on ne verrait pas aussi un corps à moitié vraiment quand même parfait, parce qu'on observe qu'il y a des trous et tout. Moi, je mets en doute quand même cette hypothèse qu'il soit mort au front. Et puis, Idriss Déby est resté rebelle depuis ses 30 ans. Idriss Déby, même quand il portait un costume, il avait toujours des gilets pare-balles. Même quand il portait le grand boubou, il avait toujours des gilets pare-balles. Donc, je ne crois pas que Idriss Déby soit mort. Je mets en doute, mais je ne m'aventure pas aussi à vouloir dire qu'ils sont morts à la maison. Nous sommes dans une situation très, très, très congolaise, très,
Idriss Déby risque d'être comme la mort de Ngouabi. On ne saura jamais. Si On ne Ngouabi saura était jamais. mort au palais, si Ngouabi était mort au palais, ou si Ngouabi était mort, comme disaient certains, dans un hôtel, ou s'il est mort aussi quelque part dans un camp, on ne saura jamais. On ne saura jamais, monsieur Guy Daba, on ne saura jamais si monsieur Idriss Déby est mort au palais ou ailleurs. Vous venez tout à l'heure de faire le parallèle avec la disparition du président Marien Ngouabi, mais monsieur Guy Daba, est-ce qu'on peut considérer, monsieur Guy Daba, que monsieur Idriss Déby venait là d'être lâché par la France? Parce que je dois vous rappeler qu'il y a quelques mois, on a vu monsieur Idriss Déby faire des déclarations quand même tapageuses, où il disait que, bon, je voulais bien justement quitter le pouvoir, mais c'est la France en quelque sorte. Et là, je dois préciser qu'il s'agit de la France politique. C'est la France politique qui m'a obligé, qui m'a en quelque sorte voilà, demandé de rester coûte que coûte aux affaires. Est-ce qu'on peut considérer, M. Guibdanaba, que la France venait simplement là, la France politique bien entendu, venait simplement là de lâcher M. Idriss Déby, qui fut jadis le sous-préfet pardon, dans cette belle contrée d'Afrique qui est justement le Tchad. Monsieur Nguibi. Non, mais je crois bien, parce que Idriss Déby n'est pas seulement le président de la République du Tchad. Il n'a pas été seulement un représentant politique ou administratif de la France au niveau du Tchad. Idriss Déby, on peut même dire que c'est une sous-traitance militaire de la France au Sahel. Quand la France ne pouvait pas attaquer, on donnait cette mission à Idriss Déby. Idriss Déby, en ce moment, il est présent au Mali, il est présent au Niger. On lui avait donné la mission de traquer tout ce qui pouvait déranger les intérêts français au niveau du Sahel. Donc Idriss Déby était un tout, était un maillon important dans la surveillance des intérêts français au niveau de l'Afrique centrale et entre l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Donc Idriss Déby, c'est vraiment un patron que la France certainement n'a pas perdu parce qu'on ne sait pas ce qui se passe. Analyser la mort d'Idriss Déby, on va faire appel à plusieurs hypothèses parce que, comme tu l'as souligné tout à l'heure, Idriss Déby, à un moment donné, s'est pris le malin plaisir à pouvoir détailler, à pouvoir dire les secrets de palais, à pouvoir, je pourrais même dire, essayer de retrouver la conscience africaine pour pouvoir défendre les intérêts des peuples africains. Et lui, chaque 3 mois, il donnait souvent des interviews à une télévision, une radio qui est très connue maintenant en Afrique. Et il prenait cette liberté à pouvoir expliquer, mais sauf qu'Idriss Déby oubliait qu'il n'emmenait pas son peuple avec lui. Quand un président africain ne marche pas avec son peuple, après avoir servi son maître, ce dernier est assassiné parce qu'on craint qu'il dise assez et qu'il dévoile les plans et comment on prend en otage nos présidents africains par l'ancienne puissance coloniale qu'est la France. Donc, la mort d'Idriss Déby, même si ce n'est pas une main française qui l'aurait tué, mais la France sûrement était au courant et la France aurait permis la mort d'une manière ou d'une autre d'Idriss Itno Déby. La France était au courant, la France aurait permis la mort de monsieur le maréchal, le feu le maréchal. Oh là là, Bémi, je ne vous reçois plus. Que, au moment où nous faisons cette émission, les dictateurs africains, plus précisément ceux de l'Afrique centrale, pour dire ceux qui sont en responsabilité en Afrique centrale, peut-on penser qu'ils sont dans un état spécifique particulier? Je veux notamment parler de celui qui rend maître au Congo-Brazzaville, M. Denis Sassou Nguesso, qui a reçu M. Idriss Déby, souvenez-vous, il n'y a même pas une semaine, hein, avant qu'il ne prête serment pour un autre mandat qu'il a eu dans des conditions que nous connaissons tous. Est-ce qu'on peut imaginer que voilà, M. Denis Sassou Nguesso soit aujourd'hui dans un état difficile, dans un état de trouble même, suite à la disparition de M. Idriss Déby, simplement parce que tous les deux avaient cette caractéristique, tous les deux avaient ce côté dictateur, disons-le, M. Guimila Daba.
Mais bien sûr, parce que nous, on n'est pas frontalier avec le Tchad, mais on a accès au Tchad à travers le Cameroun. Le Cameroun, le président camerounais, c'est un spécimen assez difficile à pénétrer. Il n'est jamais présent dans des réunions. Il ne se croise jamais. Il ne visite pas ses pairs. Et Itno avait de très bonnes relations. Et d'ailleurs, en 97, M. Sassou avait, quand il est rentré au pays, il avait dans ses sacs toutes ces personnes. Il y avait des Tchadiens, il y avait toutes les personnes que nous connaissons, les Angolais, et puis ceux qui ont pris la poudre d'escompette en face, les ex-phases, je crois bien, les forces armées zaïroises, qui certains membres vivaient ou vivent encore même jusqu'à aujourd'hui au niveau de Brazzaville. Donc la relation entre Sassou et Déby, c'est une très bonne relation, c'est une relation de... Ils se soutiennent entre eux. Donc la mort de Déby, évidemment, c'est un maillon qui va manquer à Denis Sassou Nguesso parce qu'au niveau du... quand on regarde à notre nord, la Centrafrique, je crois que ça ne sent pas bon. Et avec l'Angola, je ne sais pas si les relations sont au beau fixe. On prétend dire aussi qu'avec le Gabon, tout se passe bien, mais quand on regarde l'activité des relations entre le Gabon et le Congo, ça fait un bon bout de moment que ces deux personnes ne sont pas encore croisées. Donc, M. Sassou, d'une manière ou d'une autre, semble être isolé sur les pays limitrophes. Et ceci, la mort de Déby ne serait pas un très bon message pour lui dans ce sens-là. Mais on ne sait pas, peut-être que la mort de Déby va lui donner, peut-être qu'il sera élevé au rang de maréchal pour pouvoir assurer la sécurité au niveau de l'Afrique. Le rôle peut-être que la France va lui affubler d'ici peu de temps parce que, en parlant de ça, donc il faut qu'il y ait un remplaçant. Il faut qu'il y ait un remplaçant au niveau de l'Afrique centrale. Monsieur Guibi, Monsieur Nguemi, pardon, vous êtes en train de nous faire comprendre que d'ici là, nous allons voir Monsieur Denis Sassou Nguesso se rendre sur un front militaire, aller combattre comme le faisait Monsieur Idriss Déby, puisque vous dites que d'ici là, il risque d'être nommé maréchal à son tour. Monsieur Déby a été nommé maréchal par, je crois, le Parlement tchadien. Plus d'une fois, il s'est retrouvé au front. Peut-on penser que demain, Monsieur Denis Sassou Nguesso, malgré le poids d'âge qui commence à se faire sentir, aura justement ce réflexe, sinon la capacité de se rendre à un front pour aller combattre M. Guibert Daba, s'il vous plaît? Le management militaire n'est pas le même. M. Sassou connaît déléguer, donc il connaît le mot de la délégation. Il va déléguer peut-être, mais il peut toujours être général tout en déléguant ses ordres. Donc, c'est pas aussi difficile que ça. Il peut se nommer général, il peut se nommer maréchal. Ça dépend que de lui. Mais quand je parle du titre de maréchal, c'est-à-dire dans le domaine stratégique. Parce que la France, il lui faut toujours des valets au niveau de l'Afrique qui peuvent faire le boulot pour éviter de venir au devant de la scène. Donc, il faut des gens qui sont derrière la scène, qui jouent pour la France, évidemment, qui jouent et qui maintiennent la présence française à travers leurs actions, à travers leurs missions, à travers leur administration. Donc, nous, par exemple, l'administration congolaise est là pour jouer sur euh, la, les biens de la France. Donc, voilà. Donc, M. Sassou peut-être va avoir encore un rôle peut-être plus important au niveau de l'Afrique centrale. M. Sassou risquerait d'avoir encore un rôle assez majeur, assez important au niveau de l'Afrique centrale, selon vous, M. Guibert Daba. Mais M. Guibert Daba, la disparition de M. Déby, la disparition de M. Déby peut permettre aux Africains, plus précisément ceux de l'Afrique centrale, de rêver à un printemps, par exemple, africain, où on verrait quasiment tous ces dictateurs sauter les uns après les autres, M. Guibi? Non, je crois que, par exemple, pour le cas du Congo, je ne crois pas que la mort de Déby, ça, selon moi, aurait des répercussions ou devait entraîner quelque chose dans ce sens. Vous savez, le peuple tchadien n'est pas le peuple congolais. Et quand nous remontons un peu l'histoire, je crois qu'au Tchad, les présidents sont toujours venus sur si on peut parler d'avenue, ils empruntent toujours cette même avenue. Donc, c'est toujours par là. Quand début pour arriver, il a chassé un certain Ngukuni Wedei, il est venu sur la même voie. Et Ngukuni Wedei, je crois que lui, non, il avait chassé Abré, mais Abré avait chassé Wedei de la même façon. Et aujourd'hui, on ne sait pas si c'est la même voie, mais c'est toujours les rebelles qui viennent
qui quitte toujours le Soudan et qui traverse le pays pour arriver jusqu'à N'Djamena. Donc, je crois que pour nous, nous n'allons pas espérer la mort de Déby, n'espérons rien. Je crois que ça va encore renforcer le pouvoir de Brazzaville. Je crois qu'il va encore traquer de plus belle. Il va encore traquer de plus belle le peuple congolais. Moi, c'est ce que j'imagine. Mais ça ne fera rien. Ça n'aboutira pas. C'est-à-dire que nous n'allons pas rêver parce que nous sommes dans une sorte de réaction. Le peuple congolais n'a jamais agi. Le peuple congolais n'a jamais créé quelque chose pour pouvoir mettre le feu quelque part. Je ne parle pas d'une façon militaire, mais même des actions, voilà, des protestations. Donc, un peuple comme ça qui accepte, un peuple déjà, je dirais, dominé, ne peut rien espérer. Ce qu'on espère seulement, c'est la mort, ou bien nous attendons tranquillement l'expérience. Au Tchad, c'est vrai que l'expérience s'est faite d'une façon militaire parce que le comité qui vient d'être nommé, c'est le fils qui va remplacer le père. Donc, nous sommes toujours dans cette démarche. Je crois que l'Afrique, après les expériences des généraux, maintenant, c'est les expériences des enfants des présidents que nous sommes en train de faire. Donc, ça ne fait que bon, nous sommes au début. Hein. Là, après Nessimbe, il y a eu au Gabon. Et puis, bon, voilà, il y avait d'abord en RDC. Et maintenant, il y a le Tchad. Et je crois que chez nous aussi, nous nous préparons à cette hypothèse qu'après Nguesso, il y aura un Nguesso. Nous nous préparons à cette hypothèse qu'après Nguesso, il y aura un Nguesso. N'est-ce pas là l'occasion? N'est-ce pas là l'occasion? Puisque vous me dévancez en quelque sorte. N'est-ce pas là l'occasion? Vous avez dit tout à l'heure que chez nous, on n'agit pas. Mais est-ce que là, ce n'est pas une occasion? Puisque visiblement, c'est le plan machiavélique que M. Denis Sassou Nguesso et ceux qui l'entourent ont déjà déposé sur la table, se faire remplacer par un autre Nguesso. Est-ce que ce n'est pas là une occasion pour, vous savez, nos généraux qui sont payés aux frais du contribuable congolais, nos généraux qui sont devenus des paresseux, permettez-moi l'expression, les généraux qui sont là qu'aux ordres de M. Denis Sassou Nguesso, est-ce que ce n'est pas là une occasion pour ces généraux d'agir, comme vous venez de le dire, agir justement pour éviter qu'un Nguesso qui en cache pour l'instant un autre, mais puisse être remplacé par un autre Nguesso, M. Guy Ndaba. Est-ce que les généraux ne peuvent pas maintenant là fourmenter, mettre sur pied des plans justement pour soit permettre, enfin, je ne veux pas dire buter M. Denis Sassou Nguesso, mais enfin, pour le mettre hors état de nuire, M. Guy Ndaba? Non, je crois que chez nous, la lecture elle est très différente parce que M. Sassou, son système, il est perfectionné. Le système de M. Sassou, c'est un système très perfectionné parce qu'il prend en charge les généraux. C'est quelqu'un qui traite bien les militaires, lui-même étant un militaire. M. Déby traitait bien aussi ses militaires, M. Guy Ndaba. Dans la fonction publique, les gens les mieux payés, ce sont les militaires et les magistrats. C'est pour vous dire, donc, les gens qui tiennent l'ordre et les gens qui sont là pour voter les lois et qui appliquent la loi. Donc, M. Sassou... Les gens qui sont bien corrompus. Voilà, ils sont bien. Voilà pourquoi c'est des affairistes. Ils font des affaires, on leur permet de faire les affaires, on leur permet, c'est-à-dire qu'ils sont dans le milieu économique congolais, les militaires. Donc, une autre personne qui viendra pour renverser ce système, ils ne vont pas vouloir de cette personne. Donc, eux, ils sont bien confortables avec M. Sassou. Donc, je ne vois pas quel est ce général congolais qui va se lever un bon matin pour dire qu'il aurait retrouvé ses esprits de patriotes pour pouvoir faire ce que nous sommes en train de voir au Tchad. D'ailleurs, ce qui s'est passé au Tchad, nous ne connaissons rien. On ne peut pas dire que c'est un général qui a buté M. Idriss Déby. C'est ce que nous sommes en train de dire. Ça peut être une mission commandée, une mission aussi commando, peut-être instigée par une certaine puissance qui ne voulait plus voir la présence de M. Déby au niveau du Tchad, parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. On ne peut pas dire que c'est un général qui l'a fait. Ou on ne peut pas dire que c'est une organisation parce que les gars, ces rebelles qui quittent le Nord, ils ne sont même pas encore comment on appelle ça, à N'Djamena. Mais Idriss Déby est déjà mort. Et bon, je ne sais pas la suite. Est-ce qu'il a été le seul à être buté ou quand il a été buté au combat, il n'était pas entouré de ses gardes-corps? Pourquoi il y a seulement M. Déby qui est mort et ses gardes-corps sont où? Pourquoi on ne voit pas les corps des autres généraux qui l'accompagnaient? Donc, c'est un peu flou. Moi, je pense et j'imagine qu'il y a un autre scénario. La mort de Déby ne peut pas nous révéler l'importance, enfin, le scénario auquel nous attendons au niveau de l'Afrique centrale. Pas seulement le Tchad, mais au niveau de l'Afrique centrale et au niveau du Sahel. Parce que c'est là les grands enjeux. Contrôler le Sahel, est-ce que ce sont les djihadistes qui ont buté M. Idriss Déby ou bien est-ce que ce sont
les hommes venus par l'entremise de la France, on ne sait pas. Donc, mais que ce soit un général, j'en doute fort. Que ce soit un général, vous en doutez fort. Monsieur Guy Bilyanaba, vous avez dit tout à l'heure que les généraux africains, aucun général congolais, pardon, ne peut se lever pour essayer de prendre, de mettre sur le pied, encore une fois de plus, une initiative dans la perspective de chasser M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir. Pourtant, il y a il y a quelques années bientôt, nous avons suivi, il y a quelques mois sinon, on a suivi un procès au Congo-Brazzaville où un général est mis en cause dans la personne de M. Norbert Dabira qu'on a accusé de vouloir faire un coup d'État. Est-ce que la disparition de M. Déby, pardon d'insister là-dessus, M. Guibilandamba, ne va pas peut-être remettre encore dans la tête, sinon dans les esprits de ces généraux qui sont habitués à gagner beaucoup d'argent, certes, mais qui rêvent aussi justement de jouer un rôle, parce que pour l'instant, le rôle qu'ils jouent, c'est quoi? C'est qu'accepter d'être corrompu par M. Denis Sassou Nguesso. Est-ce que ne pensez-vous pas que ces généraux, ces chefs militaires-là voudraient bien se racheter quand même auprès des populations congolaises, auprès du peuple congolais, parce qu'avant tout, le tenue militaire qu'ils portent, c'est pour ça, servir le Congo, servir le pays. Est-ce que, M. Nguibi, pardon encore une fois de plus, d'insister là-dessus, est-ce que d'ici là, on ne peut pas imaginer, sinon voir un nouveau talent au sein des forces armées congolaises, un général, prendre l'initiative d'aller en guerre avec M. Denis Sassou Nguesso, M. Nguibi Ndaba? Moi, je suis totalement sceptique parce que sur ce que nous avions vu, par exemple, le procès de M. Dabira, au Congo, nous sommes habitués à des procès de mise en scène, oui. Pour pouvoir faire passer une certaine idée. Moi, je ne crois pas que M. Dabira soit écouté. M. Dabira, c'est un inspecteur des armées. Il ne pouvait pas faire un coup d'État seul. Si lui, il avait dit à Nyangambwala, sûrement donc il avait dit aux hommes de troupes qui devaient l'accompagner pour pouvoir renverser M. Sassou, pourquoi ces hommes de troupes ne sont pas venus ou n'ont pas été accusés, n'ont pas été jugés? Vous avez déjà vu un coup d'État qui s'est fait avec une seule personne et en plus un général. Le général n'avait pas de troupes, il n'avait pas les hommes de rang, il n'avait pas de gardes qui s'entraînaient quelque part, qui devaient être sous M. Sassou. Donc, M. Nguibi, pardon. Je crois que ce procès aussi, je ne l'ai jamais pris au sérieux. Ce procès de M. Dabira, je ne l'ai jamais pris au sérieux. Il se peut qu'il s'est passé autre chose et on a voulu le passer pour un procès pour pouvoir dire qu'il a tenté à la vie de M. Nguesso. Moi, j'en sais rien parce que ça ne nous a jamais démontré la vraie vérité de ce procès. Il y a beaucoup de versions. Quelqu'un qui veut faire un coup d'État, il n'a parlé qu'à une seule personne et il parle à celui qui est le responsable de la sécurité présidentielle, mais il n'a pas parlé à d'autres personnes qui tiennent quand même les armes, qui tiennent les troupes. C'est quand même un peu flou. Je n'ai jamais cru en ça. Je crois qu'il y a autre chose entre eux, mais dire que M. Dabira avait des projets et avait déjà échafaudé des plans pour pouvoir assassiner M. Sassou, il faut qu'on me présente des preuves. Les preuves que vous voulez, je vous donne peut-être un élément, M. Nguibi Ndaba. Quand M. Dabira met en place justement la stratégie de vouloir éliminer M. Denis Sassou Nguesso, dans sa stratégie, il ne s'agissait pas de se faire accompagner par les troupes, comme vous le dites. Toute une caserne où il s'agissait simplement, d'après ce que j'ai semblé comprendre en lisant les rapports qui m'ont été parvenus, qu'on m'a fait parvenir, pardon, il s'agissait simplement de cibler des bons tireurs. Donc, à mon avis, 3-4 tireurs suffisaient pour buter l'avion de M. Denis Sassou Nguesso parce que le but, c'était ça, buter l'avion de M. Denis Sassou Nguesso, pas prendre les gens en armes, aller en Pila, là où ils vivent. Non, c'est simplement... Essayons de faire le scénario. Voilà. Vous voyez, l'arme qui peut buter, l'arme qui peut faire descendre un avion, ça ne peut pas être un peu macabre. Non, pas un peu macabre, une arme spécialisée, donc, une arme... Il faut que ce soit une arme. Alors, il faut faire sortir cette arme-là dans un caserne, je ne sais pas, quelque part. Oui, dans une caserne, effectivement. Dans un régiment et tout. Donc, tout à fait, oui. Voilà. Donc, rien qu'en regardant tout ça, il faut des gens pour le faire sortir. Peut-être il fait un papier. Ça dit que quand on essaie d'imaginer tout ça, j'ai du mal à croire que 2 suffisaient. Oui, 2 pour tirer, il suffisait. Mais dans le plan pour agir, 2, ils ne peuvent pas suffire pour pouvoir faire un coup au pays ou au Congo. Jamais. Il faut qu'il y ait une dizaine de personnes qui doivent être au courant pour pouvoir faire un plan ou exécuter un plan pareil. Très bien. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Vous êtes branchés sur la radio de la communauté. Ce soir, nous vous parlons de la disparition
du feu maréchal Idriss Déby Itno, qui s'est fait buter soit au front, soit dans son palais. Pour l'instant, nous n'avons pas des détails assez précis, assez spécifiques, mais nous savons simplement, d'après les journaux étrangers, qu'il est mort, qu'il serait mort, qu'il est mort, on peut le confirmer. Voilà, bon, mais je préfère parler au conditionnel, qu'il serait mort suite aux blessures reçues au front. Voilà, nous avons tenté de basculer sur la situation du Congo-Brazzaville pour voir un peu si, justement, la disparition de M. Idriss Déby pouvait faire bouger les choses au niveau de la géopolitique de l'Afrique centrale. Et visiblement, M. Ngibili Ndamba nous fait comprendre que ça va être un peu difficile. M. Ngibili Ndamba, nous avons parlé des généraux congolais qui seront dans l'incapacité justement de mettre M. Denis Sassou Nguesso hors d'état de nuire. Est-ce qu'à partir de là, on peut rêver que le peuple congolais lui-même, puisque les généraux sont tous corrompus, est-ce qu'on peut penser que les Congolais peuvent justement, suite à la disparition de M. Déby, prendre des initiatives, sinon un soulèvement populaire pour essayer justement de sauver ce beau pays qu'est le Congo. Monsieur Ngibi. L'unique solution, et la plus plausible, c'est celle-là. Parce qu'eux, ils sont affamés. Les généraux ne sont pas affamés. Les généraux, ils voyagent. Les généraux mangent chaque jour. Les généraux sont bien traités. C'est le peuple. Maintenant, même le personnel politique il n'est plus écouté au niveau du Congo. Le personnel politique ne peut plus rien faire. Au niveau où nous sommes au Congo, il n'y a que le peuple qui peut libérer notre pays. Aucune élection, aucune démarche politique, à mon avis, ne peut libérer le Congo, notre pays. Il n'y a que le peuple, il n'y a que la protestation, il n'y a que le soulèvement qui peut essayer de faire bouger les choses. Soit M. Sassou va considérer les grogne, il va considérer que le peuple souffre. En ce moment, il peut appeler le personnel politique pour pouvoir s'asseoir et parler franchement et trouver une solution collégiale pour pouvoir remettre le pays en marche, ou le peuple va s'élever, va marcher sur Brazza pour encore créer des dégâts et remettre notre pays au point zéro. Et c'est l'hypothèse qu'il faut craindre. Je crois que l'hypothèse la plus souhaitée serait que le personnel politique se retrouve ensemble, se parlent pour trouver une solution collégiale pour sauver notre pays en ce temps de crise, tant sanitaire qu'économique. Je crois que c'est ce qui est souhaitable, que les gens s'entendent, que les gens s'asseyent, parce que ce que vous voyez, je l'ai toujours répété sur ce plateau, avec Congo Debout, c'est le plafond, c'est rempli. Les gens ont vu qu'ils ont tenté toutes les solutions. Il n'y a plus d'issue. L'unique issue qui reste, c'est de tenter celle-là. C'est-à-dire que séparer pour pouvoir essayer de vivre, essayer d'imprimer un autre rythme. Et croyez-moi que ça prend de l'ampleur et quand ça va ancrer dans le cerveau des gens, et je vous dis que ça risque de marcher. Monsieur Ngibili Ndamba, vous avez listé beaucoup d'éléments. Je vous remercie encore. Vous avez mis le point sur un accent particulier, sur deux accents. Le premier, c'est le soulèvement populaire, à vos yeux, qui paraît aujourd'hui une solution plausible pour faire chasser M. Denis Sassou Nguesso. Et puis, vous avez tenté de basculer sur ce que je peux appeler un dialogue. Vous avez dit les hommes politiques doivent s'asseoir, essayer de trouver une solution idoine, ainsi de suite. Dialogue ou conférence nationale bis, M. Ngibili Ndamba, ou conférence nationale simplement. Parce que nous avons quand même, au sein de la diaspora, par exemple, M. Modeste Boukadia, notre papa Modeste Boukadia, qui parle, qui martèle, et il n'est pas le seul, sur la tenue d'une conférence nationale bis. Pardon si les termes sont faux, mais en tout cas, je crois que l'idée, l'esprit, c'est celui-là, la conférence nationale bis. Est-ce que vous pensez qu'il a raison et c'est dans ce sens-là que vous avez soutenu vos propos, M. Ngibili Ndamba? Oui, je crois que dans ce sens, oui. Pourquoi pas? Se retrouver, c'est pas mauvais. Une messe comme ça qui va réunir tous les enfants. Déjà, nous avons l'avantage d'avoir organisé ce genre de messe. Et maintenant, presque après 30 ans, on est capable de pouvoir faire un bilan de la dernière conférence nationale. Nous avons vu ce qui a marché et ce qui n'a pas marché. Pourquoi nous nous sommes retrouvés encore dans une situation difficile aujourd'hui. Donc, repartir pour une seconde fois ne serait pas mauvais. D'abord, c'est la chose souhaitée par tous les Congolais.
pour pouvoir sauver notre pays. C'est tout ce qui nous reste. Parce que nous devons, comment on appelle ça, liquider les passifs de tous les pouvoirs. Le pouvoir même, le passif de Ngouabi ne sont pas encore finis. De Sassou 1, de Sassou 2, de Sassou 3, de l'Issouba. Il faut que ces passifs-là, nous puissions vraiment finir avec. Et ce n'est que par ces gens de messe, une rencontre de tous les enfants du pays, de tous les coins, de toutes les origines, pour pouvoir s'asseoir, parler, mettre à plat, remettre le compteur à zéro pour enfin redémarrer. Monsieur Ngimbi, remettre le compteur à zéro pour en faire redémarrer. Tout à l'heure, vous avez basculé en parlant de ceux qui prônent justement l'unité du Sud, donc au Congo debout. Est-ce qu'il n'y a pas amalgame là-dessus? Parce que pour avoir discuté avec ceux qui sont justement promoteurs, et je les ai même reçus, ils ne parlent pas, eux, de scinder le pays, de diviser le pays. Ils parlent d'eux, corrigez-moi si je me trompe, mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris leur démarche, d'une organisation qui partirait des 4 régions, enfin 5 régions, le Pôle, Niari, Bouenzala, le Koumou et le Kwilu, une organisation. Cela ne veut pas dire que le pays va être coupé en deux, une partie au nord et une partie au sud. Monsieur Guiblandaba, est-ce que ce n'est pas un amalgame que nous... Voilà. Mais c'est ça, moi je crois que je les ai compris. Je crois que c'est une forme de pression qu'ils sont en train de faire. Et voilà. Et si le pouvoir continue à résister, parce qu'eux, ils avancent, hein, ce qui est spectaculaire avec eux, c'est qu'eux, ils ont un chronogramme. Ils n'agissent pas selon ce que M. Sassou fait à Brazzaville. Non. Eux, ils ont un chronogramme. Peut-être qu'ils ne révèlent pas, mais ils travaillent. Ça se voit, ils parlent, ils disent et ils font. Donc, pour eux, ils ont déjà dit. Il y a des correspondances qu'ils sont en train de faire d'après quand on essaie de le suivre, parce qu'il faut toujours le suivre. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Parce que aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les gens, parfois, avec les difficultés que le peuple congolais a, les gens n'ont pas trop le temps de faire des analyses intelligentes comme pour des personnes qui sont passées, je ne sais pas, à l'ENA. Il va voir qu'ils souffrent, qu'ils ont une difficulté. Bon, écoute, partons. Donc, ce qu'ils sont en train de faire pour éviter que notre pays se déchire, à l'image de ce qu'on va, c'est-à-dire de ce que nous sommes en train de craindre. Il faut que les Congolais se retrouvent, que les élections et tout ça, que cette forme de démocrature ne persiste pas parce que nous tous, nous allons perdre notre pays. Il est mieux que le Congolais s'asseye et regarde ensemble sur quelle direction qu'il faut prendre. Nous devons nous asseoir pour parler des problèmes qui minent notre société. C'est extrêmement important. Très bien, parler des problèmes qui minent notre société, c'est tellement important que nous sommes dans l'obligation parfois de faire des émissions tardives pour justement comprendre, faire comprendre à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde le bien fondé de cette démarche. Mesdames et messieurs, nous nous remercions encore de votre fidélité à la radio de la communauté. Vous avez avec moi sur le plateau M. Ngimbi Ndiandamba, qui a bien voulu, qui est d'ailleurs membre de la rédaction, il faut le préciser, et qui a bien voulu ce soir répondre encore à nos questions. M. Ngimbi Ndiandamba, nous nous cheminons vers la fin de cette émission parce que le but, c'est pas rester longtemps pour... voilà, nous acheminons vers la fin de cette émission. Je ne sais pas si vous avez suivi un peu le bruit qui circule à Brazzaville, où les ministres seraient dans une panique totale parce qu'il y a certains à qui on a ouvertement dit qu'ils ne figureraient plus sur la liste du départ que M. Denis Sassou Nguesso va proposer dans les jours qui suivent. Et il y a ceux qui, semble-t-il, on a même cité M. Thierry Mongala, qui avait, semble-t-il, réussi à se déguiser et traverser du côté de Kinshasa, mais très rapidement rattrapé et ramené à Brazzaville. On aurait même trouvé sur lui, semble-t-il, des audios qui mettraient en cause beaucoup, mais visiblement beaucoup de ses collègues ministres et puis même celui qui donne l'impulsion au Congo-Brazzaville. Monsieur Guibrandamba, avez-vous eu vent de tout cela? Si oui, qu'est-ce que vous en pensez? Avec les réseaux sociaux, on entendra tout. Et je ne sais pas, parce que monsieur Lézin, ce que je crois que c'est un pion très important sur la place de Brazzaville. Quand on parle politiquement, je crois que M. Thierry Mongala, c'est parmi les membres influents du gouvernement Sassou. Quand je dis influent, je crois que c'est quelqu'un qui aujourd'hui cumule beaucoup d'années, hein, en tant que ministre. Il essaie de marcher un peu partout. Donc, je ne crois pas que M. Lézin Thierry Mongala aurait pris le risque de se déguiser pour pouvoir fuir alors que le gouvernement n'est pas encore sorti. Mais enfin,
c'est une information qu'il faut vérifier. Je n'ai pas recoupé l'information et je ne prendrai pas le risque de pouvoir commenter une information aussi sensible comme celle-là. Et si les ministres commencent à prendre la poudre d'escampette, il se peut qu'il se passe quelque chose de plus profond au niveau de Brazzaville. Il se peut qu'il se passe quelque chose de plus profond au niveau de Brazzaville, M. Guy Ndamba. Nous avons aussi appris que M. Thierry Mongala, c'est lui qui fait des fiches à Brazzaville concernant les membres de la diaspora. C'est lui qui propose un certain nombre de choses pour que les gens soient mal à l'aise. Est-ce qu'on peut considérer que, comme veut le dire, un homme comme ça est dans une situation, semble-t-il, votre batterie visiblement faible, monsieur Guy Ndamba. Une minute. Voilà. Oui, allez-y, allez-y. Une minute, donc vous me le permettrez, je crois bien. Le temps que je prenne. Très bien, mesdames et messieurs, veuillez excuser cet incident, ce petit incident qui se passe en direct. Comme vous l'avez constaté, la batterie de M. Guy Ndamba a signalé qu'elle n'en pouvait plus et donc il faut tout de suite chercher une solution. C'est pour cela que vous voyez que M. Guy Ndamba s'est déplacé pour trouver une solution de rechange pour permettre que cette émission aille au bout, que nous finissions cette émission. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, je suis Mémy Collard, celui qui anime cette émission. Merci de votre fidélité. Merci de vous savoir nombreux ce soir en train de nous suivre. Nous vous en remercions. Merci à la confiance que vous nous faites. Merci aux encouragements. Merci à vos encouragements. C'est tellement gentil de votre part. Nous sommes là justement pour vous informer. Nous sommes là pour vous apporter les analyses les plus pertinentes, les analyses les plus propres, j'allais dire, parce que vous le méritez, vous, peuple congolais, vous le méritez, vous, ce peuple qui avait besoin de ces analyses, vous qui avez besoin justement de ces émissions. Merci encore à vous, peuple congolais, merci encore à vous, chers auditeurs, de vous savoir nombreux. Abonnez-vous massivement sur cette page, la page de la radio de la communauté, et aussi sur notre YouTube, parce que c'est là où les choses se passent. Vous savez, nous avons comme leitmotiv la gouvernance, la bonne gouvernance en Afrique. C'est ça qui nous caractérise. Nous voulons que les pays africains se lancent dans cette belle aventure qu'on appelle la bonne gouvernance en Afrique. Monsieur Guy Ndamba de retour. Je ne sais pas si vous m'entendez, Monsieur Guy Ndamba. Est-ce qu'on peut continuer? Je disais que Monsieur Thierry Mongala, nous avons tous vu, lu par-ci, par-là, comme quoi c'est lui qui faisait des fiches contre ceux qui, justement, font partie de la diaspora, ceux qui rentrent au pays. Est-ce qu'on peut considérer qu'un homme comme ça est en train de marquer l'histoire de façon propre, M. Guy Ndamba? Une fois encore, je crois que M. Thierry Mongala, il est trop haut pour pouvoir faire ces... Enfin, moi, je ne crois pas, parce que les Sassouillons sont nombreux. M. Thierry Mongala, c'est les feuilles. M. Thierry Mongala, ce n'est pas une racine. Les racines, généralement, on ne le voit pas. Donc, les gens qui font ce genre de choses, qui font des fiches, généralement, on les connaît pas. Généralement, c'est des gens tout à fait simples. C'est des gens qui viennent même aux manifs, comme les manifestations qui se passent sur la place de Paris. Donc, je ne vois pas M. Thierry Mongala tenir quand même. Enfin, bon, pour une fois, vraiment, je ne veux pas quand même me lancer dans ce genre d'affirmation. Ce genre d'affirmation, tout à fait. Mais s'il le faisait, que s'il était membre ou organisateur de ce genre d'activité, c'est regrettable pour une personne quand même de sa trempe, parce que, écoutez, même quand on est ministre dans un gouvernement douteux, mais écoutez, la raison ne doit pas vous quitter quand même. On peut espérer que jusque-là, la raison n'a pas quitté M. Thierry Mongala, malgré les dérapages verbaux parfois qu'il met à la disposition des Congolais. M. Guy Ndamba, je voudrais aussi parler, et peut-être qu'on va finir par là, sauf si vous avez quelque chose d'autre à ajouter. La place de Paris, puisque vous avez cité la place de Paris, aujourd'hui est infectée des rabatteurs, des gens qui viennent manifester avec vous, des gens qui discutent avec vous, des gens qui vous appellent, qui vous formulent des bonnes propositions pour travailler pour le pays. Mais en réalité, ce sont que des rabatteurs, des gens qui vous amènent vers le pouvoir de Brazzaville, soit pour vous buter, soit pour justement vous corrompre comme ils le font aux militaires congolais. Est-ce que, M. Guy Ndamba, vous avez eu vent de cela, rien que vent, parce que je ne pense pas que vous les avez côtoyés, mais est-ce que vous avez eu vent de cela? Si oui, pensez-vous qu'avec ces telles pratiques, ces genres de pratiques,
nous réussirons à sauver le Congo, s'il vous plaît? Moi, je crois que dans toute lutte, quand on sait qu'il y a un groupe de personnes qui est tenté de lutter, ce n'est pas seulement propre au pouvoir de Brazzaville. La France fait la même chose en Afrique. Ils infiltrent les milieux, ils infiltrent les mouvements panafricains, ils infiltrent tous ceux dont le but est de sauver l'Afrique. Et donc, à Paris, je n'ai jamais été surpris sur la place de Paris, parce que c'est l'unique, le parti du président Sassou Nguesso, c'est l'unique parti qui est présent de façon, l'unique parti qui est présent de façon effective dans Paris. Ils ont une organisation, ils ont des fédérations et donc ils travaillent pour leur pouvoir. Et de la même manière, l'organisation du système qui se fait au niveau de Brazzaville, cette organisation fonctionne de la même façon sur la place de Paris. Donc il y a des gens, évidemment, qui doivent recueillir l'information. Vous savez que l'information, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et donc, il faut avoir l'information. Les gens ont soif de savoir ce que Mimi pense. Les gens ont soif de savoir ce que M. Ngimbi pense. Les gens ont soif de savoir ce que ceux qui s'organisent, ceux qui sont sur la place de Paris, ils ont envie de savoir, mais après les manifestations, finalement, que font-ils? Si les gens ont tenté à la vie d'un général comme Mao, c'est pour vous dire combien la place de Paris est dangereuse pour pouvoir mener une activité. C'est un marigot où il y a tout le monde. Il y a des alligators au niveau de la place de Paris. Et c'est parce que ces gens sont payés, parce que ces gens ont fait de ça un métier. C'est un métier pour eux. Et chaque jour, ils travaillent pour le pouvoir. Ils travaillent. Quitte Donc, à tromper les autres, M. Ngibidandamba, est-ce que c'est pas là être dans le faux, tromper les autres, comme quoi on est dans le combat, alors que la vérité c'est que bon, voilà, on va livrer les autres à l'abattoir pour que ceux-ci demain n'existent pas. Et puis je voudrais insister sur ce dernier point. Vous dites que le PCT c'est le parti qui est bien structuré, qui a ceci. Mais est-ce que le but d'un parti c'est pas justement travailler pour le pays et non pour le pouvoir? Parce que le pouvoir, qu'on le veuille ou pas, il est passager, mais le pays reste. Est-ce que le but d'un parti, c'est pas travailler pour le pays, améliorer les conditions de vie de nos compatriotes, être capable de mettre sur pied des bonnes politiques en matière économique, en matière sociale, ainsi de suite, M. Ngibidandaba? la spécificité du PCT, c'est que c'est un parti qui travaille pour la conservation du pouvoir, pas pour l'amélioration des conditions des Congolais. Donc, c'est très différent. Ils disent qu'ils sont là pour améliorer les conditions, mais leur fonctionnement n'a jamais changé depuis la création. C'est conserver, c'est le système. C'est fait pour conserver le pouvoir au niveau du parti. Et donc, ces gens doivent se sucrer, ceux qui sont dans le parti. Évidemment, au PCT, il y a pas le tribalisme. Hein. Au PCT, il y a tout le monde. Pourvu que tu sois du PCT, on sait que tu travailles pour la conservation du pouvoir, tu auras ta part. Il suffit qu'à regarder la liste des gens qui sont au PCT. Et il n'y a pas que les noms commençant par des voyelles. Il y a tout le monde. Il y a des personnalités venant de toutes les régions. C'est parce qu'ils sont sous la conservation. Ils avaient signé un contrat. C'est pour conserver le pouvoir au niveau du PCT. Peu importe. C'est pas pour le peuple. Ils ne travaillent pas pour le peuple. Ils travaillent pour eux. Le PCT, pour conserver le pouvoir, c'est un système qui a été monté pour qu'ils ne perdent jamais l'initiative politique. Très bien. Et peut-on, M. Ngibidandaba, continuer à assister un parti qui a fracassé le pays, qui n'a rien foutu pour le pays, resté des décennies à la tête de ce pays? Doit-on encore supporter cela, M. Ngibidandaba? Et on va peut-être finir par là. Mais ça dit que c'est le peuple en ce moment. Nous venons toujours sur ce point. C'est-à-dire que le peuple a compris et le peuple doit maintenant euh, se lever pour dire, parce que même quand le peuple vote, même s'ils disent, parce que voter, c'est faire passer un message. Et si ce message est détourné, finalement, il faut que le peuple comprenne qu'il faut plutôt euh, échafauder, monter d'autres plans pour pouvoir se faire entendre. Voilà. Donc, on ne peut pas espérer avec les appareils politiques. On ne gagnera jamais. On n'ira nulle part parce que le PCT, avec ce système, il a émaillé tout le pays. Donc,
toutes les institutions, tout ce que vous pouvez faire est contrôlé d'une façon effective par les membres du PCT. Donc, vous n'allez jamais gagner, vous n'allez jamais avancer et les conditions du pays ne vont jamais s'améliorer et les gens peuvent rêver. Mais nous attendons ce rêve, voici 47 ans. Et quand on se réveille, c'est la même chose. Voici 47 ans que nous attendons ce rêve, que nous attendions ce rêve, et quand on se lève, c'est la même chose. Cela, M. Guy Damba. Mesdames et messieurs, encore une fois de plus, j'étais très heureux de vous proposer cette émission, puisqu'il y a un adage qui dit « Il n'y a pas du mal à se faire du bien ». Nous avons tenté de vous faire du bien ce soir en vous parlant justement de la disparition de M. Idriss Déby, ce maréchal que nous avons connu il y a encore quelques jours, qui était venu au Congo-Brazzaville pour assister à la prestation de serment de M. Denis Sassou Nguesso, qui malheureusement, ce midi, nous avons appris, a été lâchement assassiné dans les conditions que nous ne maîtrisons pas encore. Et puis, nous avons essayé de basculer sur la situation du Congo, parce qu'avant tout, on est Congolais. Voilà, nous avons été très heureux. Monsieur Guy Damba, je vous remercie vraiment de votre disponibilité. Merci d'avoir répondu à nos questions. Quant à vous, nos auditeurs, je ne sais comment vous dire. Je tiens le cœur parce que merci de votre fidélité. Vous êtes toujours là, vous nous suivez, vous nous encouragez, vous nous écrivez même. Merci, merci, c'est très important. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous vraiment massivement à notre page et à notre page YouTube, justement, puisque c'est là où tout se passe. Et vous serez servi comme il se doit. Monsieur Ngimbi, encore merci une fois de plus. Bonne soirée à vous. Et puis, je vous dis à bientôt, Monsieur Ngimbi. À bientôt. Bonne soirée à vous, maître. Merci.